Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud où nous allons voyager cette semaine du XXe siècle à la Renaissance. Pour commencer, Alexandre Bande reviendra sur les 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz par l'Armée Rouge, événement auquel il consacre un essai très précis et très documenté aux éditions Passé Composé. Éric Pincas, rédacteur en chef d'Historia, reviendra ensuite sur un géant du XXe siècle dont son magazine détaille la vie et l'œuvre dans son nouveau numéro Winston Churchill, disparu, lui, il y a 60 ans. Enfin, Nicolas Carreau, en fin d'émission, se penchera sur une autre figure historique d'envergure qui fait l'objet d'une réflexion passionnante de son lointain descendant Pierre Bayard, dans un récit paru aux éditions de Minuit. Aurais-je été sans peur et sans reproche, le chevalier Bayard et moi. Bonjour Alexandre Bande, vous êtes enseignant, spécialiste d'histoire contemporaine. Vous êtes un des 3 directeurs de la nouvelle histoire de la Shoah, publiée aux éditions Passé Composé il y a 3 ans. Et cette fois-ci, chez le même éditeur, vous vous êtes concentré sur le lieu qui symbolise peut-être le mieux ce processus de destruction des Juifs d'Europe, avec cet essai sobrement intitulé Auschwitz 1945. C'est en effet, il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, que l'Armée Rouge pénétra dans ce lieu où 1 300 000 hommes, femmes et enfants, pour 90% d'entre eux juifs, ont péri. Le camp que découvrent les soldats soviétiques, pourtant, ne ressemble pas exactement au camp d'extermination dont on connaîtra les détails plus tard. Qu'est-ce qu'ils découvrent ce 27 janvier 1945 exactement ? Eh bien, ce 27 janvier 1945, lorsque les premiers soldats de l'Armée Rouge pénètrent dans l'enceinte de ce que j'appellerais plutôt le complexe d'Auschwitz, parce que ce n'est pas un camp, mais ce sont 40 camps qui se juxtaposent sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, avec bien sûr l'image iconique de ce camp où est écrit « Le travail rend libre », Arbeitsmarkt, le camp numéro 1, avec cette entrée de Birkenau que tout le monde a en tête. Mais il y a également de très nombreux endroits, et je me suis efforcé d'essayer de présenter aux lecteurs ce que les soldats ont pu découvrir en arrivant. C'est des soldats, c'est-à-dire des gens qui se battent, qui affrontent des soldats allemands qui sont présents et qui ralentissent cette avancée de l'Armée Rouge qui était entrée à Cracovie quelques jours auparavant et qui découvrent totalement par hasard, ou en grande partie par hasard, d'après les sources dont on dispose, ce complexe concentrationnaire qui, il est vrai, se distingue beaucoup des complexes existants, car dans la forme concentrationnaire, il ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver, sinon par son immensité où il est différent, mais ce qu'on va trouver à Dachau ou à Brunwald, des baraques, des blocs, des barbelés, des déportés faméliques. Mais la partie exterminatoire, les espaces dédiés à la mise à mort de près d'1 100 000 personnes, de 980 000 juifs, ce sont des éléments qui ont quasiment disparu. Ils ont été détruits par les SS juste avant le départ du camp. Ce qui fait que les soviétiques, quand ils rentrent, ils ont d'abord la préoccupation de s'occuper des gens qui survivent. À peu près 7 000. 7 à 8 000 personnes, dont plusieurs centaines d'enfants, on pourra peut-être y revenir. Mais ce qui est certain, c'est que ces soldats ne sont absolument pas préparés à découvrir ce qu'ils découvrent. Ce ne sont pas les mêmes, mais l'Armée Rouge est entrée à Majdanek, est rentrée à Treblinka, est rentrée à Sobibor, c'est-à-dire ce qu'on appelle des centres de mise à mort, qui n'étaient pas des camps d'ailleurs, où il y avait très peu de baraquements. Les SS avaient tout fait disparaître. Il y a bien quelques traces matérielles du crime, mais qui sont beaucoup moins nombreuses qu'à Auschwitz. Ce qui fait que leur arrivée à Auschwitz est une arrivée qui va susciter et suscite dans leur rang des questionnements, de l'interrogation, de la stupeur, de l'inquiétude, sachant que l'urgence est pour eux de gérer cette multitude d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont dans très piteux état. Parce qu'il aurait pu y en avoir plus, mais vous y consacrez de nombreuses pages vraiment passionnantes. C'est que 15 jours auparavant, il y a eu ce qu'on appelait les marches de la mort. Il y en a eu d'autres avant. C'est-à-dire qu'on a fait partir beaucoup de déportés de ce camp. C'est ça. Ce complexe d'Auschwitz-Birkenau, c'est un complexe qu'il ne faut pas l'oublier, est un complexe dont la finalité première est de mettre à mort le plus grand nombre de gens possible en un minimum de temps. C'est là où la SS a réussi à mettre en place un système exterminatoire qui est une forme d'aboutissement de toutes les expérimentations qui ont été faites préalablement, les fusillades sur le front russe, les gazages dans les camions à Remno,
à Sobibor, et puis, ou à Belzec surtout, et puis les chambres à gaz qui fonctionnaient avec les moteurs d'échappement à Treblinka. Et là, il y avait un système parfaitement huilé, de système exterminatoire avec ce fameux Cyclone B qui tuait 800 à 2000 personnes en 20 à 25 minutes, une sorte d'aboutissement d'un système de destruction massive des êtres humains. Mais en même temps, c'est le seul site de mise à mort qui fonctionne comme ça. La SS a décidé de mettre de côté à chaque arrivée de convoi, il en arrivait plusieurs par jour pendant plusieurs années, enfin tout au moins pendant l'été 44, et il en est arrivé pendant plus de 3 ans et demi, de mettre de côté des populations susceptibles de pouvoir travailler. Et c'est pour ça que je réponds à votre question, parce que dans ce site de mise à mort, il y avait à l'été 44 à peu près 100 000 personnes, 100 000 personnes c'est considérable, hein, qui travaillaient dans des conditions très difficiles, parfois dans des camps annexes, ce qui veut dire qu'au moment où le camp, les SS décident de vider le camp, à partir de l'automne 44, ils exfiltrent déjà bon nombre de déportés aptes à travailler vers d'autres sites. Je pense à Ginette Kolinka, que beaucoup de gens connaissent, qui a été déplacée entre la fin de l'été et l'automne 44, mais on peut également penser à d'autres personnalités que je ne développe pas. Mais, et le 17-18 janvier, ils décident de faire partir près de 60 000 personnes, hommes, femmes et adolescents, susceptibles de pouvoir bouger, et ils laissent sur place les seuls qui ne peuvent pas bouger, c'est-à-dire les malades, les enfants trop jeunes, ou les populations qui se font porter pâle pour ne pas avoir à bouger. On peut penser parmi les malades les plus célèbres à Primo Levi, qui a laissé des traces écrites de ce moment très fortes. Et à quel moment les soldats de l'Armée Rouge comprennent exactement le fonctionnement de ce camp? Parce que vous le dites vous-même, quand ils arrivent, les camps annexes, ils vont les découvrir pas tout de suite. C'est dans les jours et les semaines qui suivent. Alors on n'a pas un journal malheureusement tenu par l'Armée Rouge, tout au moins je ne l'ai pas à ma disposition, qui décrirait la manière dont ils sont rentrés en contact avec tous ces lieux. Mais ils arrivent par Monowitz, c'est-à-dire le camp 3, où il y avait une immense usine dédiée à la fabrication de caoutchouc synthétique qu'on appelait la Bouna, que les SS appelaient la Bouna, où travaillait justement Primo Levi. Puis ensuite, ils ont dû rentrer dans la ville d'Auschwitz. Ils ont pénétré ensuite sur le camp 1 et plus tard dans la journée sur Birkenau. Et puis je pense sincèrement qu'il aura fallu plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour prendre en considération le fait que quand ils arrivaient dans le village de Boudi, où ils ont trouvé des barbelés et des serres, quand ils sont arrivés à Reichko, Boudi c'est plutôt des barbelés et un bâtiment, à Reichko des serres expérimentales qui étaient complètement vides. Il aura fallu du temps, les témoignages des survivants pour comprendre à quoi ça servait. À Reichko, c'est complètement fou. Les SS avaient mis en place la culture d'une sorte de pissenlit dont les racines devaient permettre de fabriquer du caoutchouc synthétique. Vous voyez, donc, et là, il y avait des déportés qui travaillaient. Et quelques semaines avant la fin de l'histoire de ce camp, tous ces gens ont été rapatriés sur le camp 1 ou le camp 2, ce qui fait que les Soviétiques trouvent des sites vides. IG Farben, à Bouna-Monowitz, le camp où travaillait, l'usine où travaillait Simone Veil, qui s'appelle l'usine de Siemens à Beaubrec, qui est vide également. Donc, vous voyez, ce que j'essayais de montrer aux lecteurs, c'est que on pense Birkenau, on pense Auschwitz, mais tous ces espaces intermédiaires, il faudra des semaines, et grâce à des commissions d'enquête que vont organiser les Soviétiques pour entendre... Et les Polonais. Et les Polonais aussi, les survivants du camp. Je pense à un Sonderkommando qui avait réussi à échapper via les marges de la mort au camp et qui revient en arrière, qui s'appelle Slama Dragon, pour témoigner devant ces commissions d'enquête, pour que, sur plusieurs mois, on commence à prendre en considération ce qui s'est passé. Parce que ce que vous rappelez dans le livre, c'est qu'à l'époque, c'est un non-événement, la libération du camp d'Auschwitz. On ne se rend absolument pas compte. Aujourd'hui, c'est devenu un élément planétaire. L'ONU en fait une journée de commémoration des génocides. À l'échelle de l'enseignement français, il y a des cérémonies dans beaucoup d'établissements. Mais à l'époque, c'est un non-événement. L'Armée Rouge avance. Elle avance difficilement, mais elle avance. Une sorte, on parle souvent de rouleau compresseur, mais elle combat. Et puis son objectif, c'est Berlin. Donc absolument pas Auschwitz, qui est d'ailleurs, on sait qu'il y a des informations qui ont dû remonter en haut lieu, mais... Voilà, elles sont peu nombreuses. À l'ouest, on ne connaît pas beaucoup plus. Il y a un rapport qui a circulé qu'on appelle le rapport Verba dans l'année 44, mais ce n'est pas un but de guerre. C'est pas un but de guerre. Donc, il y a une vraie surprise, il y a une vraie stupeur. Et en fait, l'armée rouge qui arrive sur ce camp est une armée qui est en train d'avancer. Donc, elle s'arrête. Il y a des médecins qui vont arriver et qui vont s'occuper des déportés qui sont dans la place. Et alors, ce qui est vraiment passionnant dans votre livre aussi, c'est que une fois que le camp est libéré, comme vous le dites, l'armée rouge continue son avancée, mais il se passe des choses.
Et vous êtes vraiment intéressé de près à ce qui se passe après le 27 janvier à Auschwitz jusqu'au 8 mai. Et il se passe ces commissions d'enquête. C'est ça, commission d'enquête, soins des blessés. C'est sur les 7000 personnes, il y en a entre 400 et 500 qui décèdent parce qu'ils sont dans un état d'épuisement tel que malgré les efforts de la médecine soviétique ou polonaise. Il y a épidémie. Il y a après, il y a la gestion des gens qui vont pouvoir être éventuellement rapatriés. Ceux qui sont susceptibles de le faire le font dans les semaines qui suivent l'entrée des soviétiques. Excusez-moi. D'autres vont le faire plusieurs mois après. Il y a également donc les commissions d'enquête avec cette idée intéressante qui révèle la nature du régime stalinien, il ne faut jamais l'oublier, c'est que les quelques rares survivants soviétiques qui sont dans l'enceinte du camp, quelques unités, parce qu'il y a eu 15 000 prisonniers de guerre soviétiques, mais ils sont tous morts à ce moment-là, sauf quelques-uns, eux, ils sont filtrés. Ils sont soumis à une enquête pour être sûrs qu'ils n'ont pas trahi, etc. Mais les prisonniers français, par exemple, ou italiens, sont renvoyés. Je ne dis pas rapatriés. Primo Levi raconte très bien qu'il est rentré avec certains de ses camarades d'infortune quasiment par ses propres moyens. Vous voyez, donc, il faut imaginer cette énorme désorganisation sur le front oriental de la guerre, avec des soviétiques qui ont une priorité, c'est d'avancer, avec des médecins qui tentent de faire au mieux et de gérer les soins à prodiguer en urgence. On sait que de nombreux déportés, comme dans d'autres camps, je pense à Buchenwald, à Ohrdruf ou Dora, ont été confrontés à des problèmes digestifs parce qu'ils ont mangé trop vite, bu trop vite. Il faisait un froid très très vif. Tous les témoignages concordent. Oui, on est en janvier, on est en plein hiver. Donc aucune trace de ce qui avait y été en termes d'extermination. Quelques cadavres, pas si nombreux que ça. Des baraques. Pleine d'effets personnels, un endroit où les soviétiques tombent sur 7 tonnes de cheveux. 7 tonnes de cheveux. C'est là où ils comprennent qu'il s'est passé quand même... Oui, ils comprennent. Mais on pourra y revenir. Ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Ils comprennent que le crime qui s'est commis en ces lieux a été certainement considérable. Tellement considérable qu'ils vont même aller jusqu'à annoncer 4 millions de victimes à Auschwitz quand ils auront fait leurs enquêtes. Ah oui. Voilà. Donc ils se trompent. Il y a 1 100 000 morts, 1 300 000 déportés. Donc, parce que c'est la propagande pour montrer qu'il... Sur ce terrain-là, je pense que c'est plus la volonté d'entendre les différents témoins. Ils ont fait des calculs, je des extrapolations en fait, aux auditeurs et vos spectateurs, mais ils ont fait des calculs par rapport à la superficie des chambres à gaz et par rapport au nombre de gens qui sont arrivés. Ils ont fait des calculs erronés. Un de ceux qui va être entendu quelques mois plus tard à Nuremberg, qui s'appelle Rudolf Höss, qui était le commandant du camp, lui, il donne des chiffres qui sont tout près de la réalité. Mais les soviétiques, eux, ils ont entendu... Donc c'est pas forcément de la propagande, c'est plus... Pas au départ. C'est plus une erreur, mais ce qui est intéressant, et c'est là où on est dans la propagande, mais on pourrait évoquer la question, c'est que le 4 millions, c'est 4 millions de victimes du nazisme, sans aucunement prononcer jamais le terme de juif. Voilà. Donc il y a 4 millions de morts à Auschwitz. Et c'est ce que vont reprendre les démocraties populaires pendant des années. Il faudra attendre les années 90 pour que le monument qui se trouve aujourd'hui dans le prolongement de la rampe à Birkenau fasse état du million de victimes juives. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais elle me paraît intéressante. Est-ce que les survivants d'Auschwitz, très vite, après la guerre, se réunissent, se retrouvent, ont le sentiment d'avoir été les victimes et les témoins d'un événement particulier, unique, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour connaître quelques-uns de ceux qui existent encore, d'avoir croisé Henri Borland, qui nous a quittés il y a peu, alors lui, il était parti d'Auschwitz un peu avant, il venait d'Ordruf et de Buchenwald quand il est rentré en France, mais les témoignages célèbres de Simone Veil, de Ginette Kolinka, de Marceline Loridan, vont tous dans la même direction. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a longtemps dit, ces survivants ne se sont pas tus, ne se sont pas murés dans un silence complet. Après, d'un à l'autre, ça peut changer. Mais ils ont parlé dans leur famille. Ils ont discuté avec les quelques rares survivants de leur famille. Mais la société n'était pas prête à les entendre. La priorité, c'était le retour des prisonniers de guerre. La priorité, c'était le retour des déportés politiques. Et donc, ces gens, souvent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fondé des amicales. Je pense tout particulièrement, je l'évoque, à l'amicale d'Auschwitz, qui aujourd'hui a été fédérée dans une structure plus large qu'on appelle l'Union des déportés d'Auschwitz, qui a réuni les premiers, et ce que disent les premiers témoignages, j'en cite quelques-uns qui paraissent dans une revue qui s'appelle Après Auschwitz, qui paraît dès la fin de l'année 45, donc ça va très vite, vous voyez. Début 46, il y a des gens qui racontent ce qu'ils ont vécu, l'arrivée des soviétiques, la faim, le froid, etc. Et ils se sont, on va dire, soudés par le sort commun qu'ils ont vécu. Peut-être pas tous, mais certains d'entre eux. À l'échelle française, mais je sais que dans d'autres pays, la logique a été la même. Un dernier mot, vous êtes rendu plusieurs fois là-bas, bien entendu. Vous dites que vous êtes saisi par la force du lieu et que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'on ressent à Auschwitz? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'y suis allé plusieurs dizaines de fois en une vingtaine d'années. Je ne vous donne pas les chiffres ici, ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour y avoir accompagné des étudiants, des enseignants, des adultes, des amis, des gens que je ne connaissais absolument pas,
Je reviens souvent avec la même question qui m'est posée, c'est est-ce qu'avec le temps, vous n'êtes pas désabusé, vous n'êtes pas... Blasé. Sans tomber dans quelque chose qui pourrait surprendre et qui pourrait surprendre certains de mes collègues, d'ailleurs historiens de la même période, c'est que je me rends compte qu'avec le temps, plus je vais sur place, plus je ressens des choses. C'est-à-dire que plus j'ai compris, ou je pense avoir compris ce qui s'est déroulé sur place. Je prends un exemple concret dans l'endroit où il y a les bouleaux. Marceline Doridan avait fait un très beau film qui s'appelle Pays de prairie au boulot. Dans l'endroit où il y a les bouleaux qui s'y jouxtent le crématoire 5, quand j'interviens, quand je fais une petite commémoration avec des élèves ou avec une survivante de la rafle du Veldiv avec laquelle j'étais il y a 2 ans, je parle, je raconte des choses, mais je sais que je suis bien plus ému aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans la première fois que j'y suis allé. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer, que j'ai tenté de façon très personnelle d'écrire dès les premières lignes de ce livre, ce qui est assez atypique dans un livre d'histoire, mais j'ai voulu expliquer que les choses n'étaient pas aussi simples et que mettre de côté l'émotion en permanence, c'est pas possible, même si le but n'est pas de la mettre tout le temps en avant. Merci beaucoup Alexandre Bande. Je rappelle votre livre absolument essentiel, Auschwitz 1945, paru aux éditions Composées. Et puisqu'on parle d'œuvres essentielles, je vous signale que notre chaîne diffusera le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais lors d'une soirée spéciale le 27 janvier. Vous pourrez voir aussi le documentaire de Charles Bourla, que vous connaissez, Les Traces d'Auschwitz. Et mardi 28 janvier à 20h50, ne manquez pas 4 des 8 épisodes de la série documentaire de William Carell et Blanche Finger jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe, qui explore l'histoire de la Shoah en s'appuyant sur les interventions d'une cinquantaine d'historiens internationaux. Éric Pincas, on reste au XXe siècle avec vous, puisque vous consacrez la une du numéro d'Historia de février à Churchill, ses derniers combats, ses dernières folies. Alors bien sûr, on garde en mémoire son rôle d'ultime rempart européen contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on connaît moins ce qu'il a fait après. Quels ont été les principaux engagements lorsqu'il est redevenu Premier ministre en 1951 ? Alors en effet, 6 ans après son échec cuisant aux élections législatives de juillet 1945, Churchill redevient Premier ministre, parce qu'il avait déjà été en 1940 au 10 Downing Street, et il revient, je dirais, avec un sentiment de revanche, parce que la défaite de juillet 1945, il l'a quand même vécu de manière comme une forme d'humiliation, un coup de poignard dans le dos. Et le monde qu'il retrouve en 1951 n'est plus celui de 1940, puisqu'on a affaire à un monde divisé en 2 blocs. Le bloc du monde libre, dit du monde libre, sous l'égide des Américains, et puis le bloc communiste sous l'emprise des Soviétiques. C'est d'ailleurs à Churchill que revient la fameuse expression « un rideau de fer s'est abattu au travers du continent européen ». Et il va lui falloir endosser un nouveau costume, parce que lui, il avait l'habitude d'avoir le costume du chef de guerre, et là, il va devoir se muer en chef d'État en temps de paix, d'une certaine manière. La politique intérieure l'intéresse peu, alors que la Grande-Bretagne rencontre une crise économique assez profonde, dévaluation de la livre sterling, inflation galopante consécutive au déclenchement de la guerre de Corée, crise du logement. C'est d'ailleurs pas par hasard si son ministre du logement, Macmillan, il va lui demander chaque année de créer 300 000 logements neufs en Grande-Bretagne. Mais incontestablement, l'obsession de Churchill quand il revient au pouvoir, c'est de maintenir la grandeur et le rayonnement de l'empire colonial britannique. Je crois qu'il a toujours en travers de la gorge le fait que l'Inde ait accédé à l'indépendance en 1947, alors qu'il n'était plus aux affaires. Et il va garder un regard très vigilant sur le moindre mouvement indépendantiste, notamment en Asie du Sud-Est, en Malaisie ou en Afrique coloniale au Kenya. Et il croit dur comme fer, Churchill, à ce qu'il appelle la théorie des 3 cercles, à l'intersection desquels se trouve la Grande-Bretagne, à l'intérieur de laquelle la Grande-Bretagne se trouve avec l'Europe, l'empire colonial et la sphère anglophone avec le leadership américain. Et il entend vraiment mener des relations très étroites avec les États-Unis, entretenir ce qu'il appelle une relation spéciale. Il adhère évidemment à la politique atlantiste. En revanche, il s'oppose à Truman lorsque celui-ci veut initier la communauté européenne de défense. Il n'a pas du tout envie de voir l'Allemagne de l'Ouest se réarmer. Et de même, lorsqu'Eisenhower arrive au pouvoir, il considère Churchill comme un vestige du passé, quelqu'un qui n'est plus de son temps. Et ça, c'est difficile à entendre pour Churchill parce qu'il a toujours l'impression de bénéficier de l'aura qui était la sienne en 1940. Il va quitter son poste de Premier ministre en 1955, le 5 avril. Mais son nouveau combat, je dirais, il va devoir le livrer contre une santé déclinante. Ouais, contre lui-même. Et surtout aussi
comment tuer le temps lorsqu'on a été aussi actif que lui. Alors justement, vous insistez beaucoup sur les facettes sombres de Churchill, avec ses démons intérieurs contre lesquels il a souvent lutté, et parfois pas toujours efficacement. Oui, en fait, Churchill, tout au long de sa vie, il a dû faire face à des accès de dépression profonde, de mélancolie. On le voit à Goguenard, on le voit à Magnant l'humour, mais c'était quelqu'un d'extrêmement sensible. Et il a dû se battre contre ce qu'il appelait son Black Dog, son chien noir. Le chien noir, c'est une expression qui remonte au XVIIIe siècle et qu'on utilisait pour désigner les enfants qui avaient des accès de mauvaise humeur. Alors si on devait essayer de s'improviser psychanalyste, on pourrait dire que ce malaise existentiel, il remonte aux années de jeunesse de Churchill, notamment de sa relation avec son père. Il le perd assez jeune, en 1895, alors qu'il a une vingtaine d'années. Et ce père, Randolph Churchill, est un père qui jette un regard très sévère sur Winston. Il le considère comme un être faible et à l'intelligence limitée. Autant dire que toute sa vie durant, Churchill va essayer de se montrer, de donner tort à son père et de se montrer à la hauteur de cette figure paternelle qui, dès l'âge de 25 ans, siégeait déjà à la Chambre des communes. Et puis sa mère, eh bien, c'était la fille d'un milliardaire américain qui vivait une vie mondaine et qui n'a jamais manifesté à Churchill, je dirais, de signes d'affection ou de tendresse. Et ça, Churchill en a souvent souffert. Et c'est vers l'âge de 35 ans, on est en 1910, que Churchill éprouve sa première grande dépression. Il est alors ministre de l'Intérieur et il dispose du droit de grâce, donc le droit de vie et de mort, sur les condamnés à mort. Et ça, pour lui, c'est une responsabilité en termes humains extrêmement dévastatrice pour lui parce qu'il le ressent comme un tsunami émotionnel. Autre grande dépression, suite évidemment à la défaite de la bataille des Dardanelles, on est en 1915, il le vit comme un échec personnel. Sa femme, Clémentine, dira « j'ai cru qu'il allait en mourir de chagrin ». Et puis au-delà des accès de dépression, il a une santé de plus en plus fragile, des accidents vasculaires cérébraux en cascade, dès 1941 d'ailleurs, ce que l'on cache à Roosevelt, une grave pneumonie en 1943, il tiendra un conseil de guerre en pyjama. Dans les années 50, infarctus, spasmes cérébraux. Enfin, il cumule les problèmes. Il faut dire qu'il a une hygiène de vie quand même. Il paraît qu'il fumait, qu'il buvait un petit peu, non ? Légèrement. Il était un peu amateur de cigares, amateur de whisky. Il aimait ripailler. Et miraculeusement, il a quand même vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Et lorsqu'on lui demandait quel était le secret de sa vitalité, il disait « Je n'ai dans le sang que des globules rouges. L'alcool a tué depuis belle lurette tous mes globules blancs. » Très rapidement, après 1955, que vous évoquiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait des dernières années de sa vie, justement ? Oui, en fait, sa retraite, il va la passer. Alors, d'une part, c'est quand même une retraite active. Il se réfugie dans un premier temps dans son manoir de Chartwell, qui est une véritable arche de Noé. Il vit avec ses chiens, Rufus 1, Rufus 2, son chat Jock qui va le veiller jusqu'à sa mort. Et puis, il va peindre, il va écrire ses mémoires. Il va rester quand même en contact avec la politique. Il ne va jamais vraiment lâcher, puisqu'il est toujours député. Et surtout, il décidera en fin de compte du jour de sa mort. C'est ça qui est étonnant. Il veut mourir un 24 janvier parce que c'est la date anniversaire de la mort de son père. Il mourra un 24 janvier, ce qui se produit. Il était en fin de compte convaincu qu'il était guidé par la main du destin et le destin lui a donné raison. Merci beaucoup Éric Macasse, Historia du mois de février. Churchill, ses derniers combats, ses dernières folies. Nicolas Caro, on avance et on recule dans le temps, en même temps avec vous, puisque vous allez nous parler d'un récit écrit par un écrivain on ne peut plus contemporain, bien vivant, mais qui nous parle de son lointain ancêtre il y a 500 ans. Aurais-je été sans peur et sans reproche ? C'est le nouveau titre du livre de Pierre Bayard. Je dis un mot de Pierre Bayard quand même parce que c'est un type qui me fascine, que je suis depuis très longtemps. C'est un professeur de Paris 8, il est aussi psychanalyste, c'est un grand lecteur, et c'est lui, je le situe comme ça en général quand je parle de lui, c'est lui qui avait écrit « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Que tout le monde ricane en entendant ce titre, et tout le monde s'amuse, et tout le monde pense que ça a l'air très drôle. Ça l'est un peu, mais c'était surtout d'une intelligence prodigieuse. C'est-à-dire, il nous expliquait comment un livre, c'est pas seulement lire un livre, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est les commentaires qui vont avec. Bref, c'est pas ce livre-là dont je vais parler, mais c'est un type, à chaque fois qu'il sort un truc, qui a tué Roger Ackroyd, Hitchcock s'est trompé, qui sont des contre-enquêtes sur des enquêtes de fiction, ou alors des expériences de pensée. Je pense au Titanic fera naufrage, qui était un livre exceptionnel qui parlait des écrivains qui ont prédit l'avenir. Un roman, par exemple, paru 30 ans avant le Titanic, qui parlait d'un bateau qui coulait, qui était exactement aux mêmes dimensions du Titanic. Bref, il revient donc avec « Aurais-je été sans peur et sans reproche » sous-titré « Le Chevalier Bayard et moi ».
Bayard, Pierre Bayard, c'est un descendant. Ce serait un descendant direct du chevalier Bayard. C'est pas tout à fait établi, mais peut-être quand même. En tout cas, lui, il le ressent comme ça. Et on lui a toujours dit que c'était le cas. Et alors, c'est intéressant parce que le chevalier Bayard, on l'a un peu oublié, j'ai l'impression, de nos jours. Enfin, dire par rapport à il y a 40, 50 ans. C'était une figure du roman national. Voilà, lui, quand il était dans un guichet qui donnait son nom, on lui disait comme le chevalier Bayard. Ouais. Et c'était terminé. Maintenant, un peu moins. Et puis, les profs, quand ils faisaient l'appel, disaient sans peur et sans reproche. Enfin, ils lui faisaient des blagues comme ça. Il était très ancré dans notre imaginaire. Il l'est beaucoup moins. Mais lui, évidemment, ça a bercé son enfance. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais quand même, c'est chouette d'avoir un chevalier comme ancêtre, mais il a quand même tué pas mal de gens. Ce qui l'étonnait parce qu'il n'arrivait pas à l'époque à s'imaginer comment quelqu'un de très chrétien pouvait concilier l'art de la guerre et sa foi, avec une religion qui commande quand même de ne pas tuer. Bon, c'est une vieille question. Mais c'est ça ce qui a été un peu déclencheur de cette réflexion-là. J'essaye de la prendre dans l'ordre, parce qu'avec Pierre Bayard, c'est très dense, ça fait 150 pages ce livre uniquement, mais il y a une matière à réflexion par page, sinon par ligne. C'est complètement hallucinant. Et ça commence par, évidemment, un petit point sur l'anachronisme, parce qu'il va essayer, c'est ça son but, c'est de voyager dans le temps pour essayer de comprendre pourquoi il tuait des gens alors qu'il était chrétien, en gros. Il y a un anachronisme dans les termes, et donc il fait tout un chapitre sur qu'est-ce qu'un anachronisme matériel, sensible, psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire un anachronisme et est-ce qu'on a le droit de s'autoriser malgré tout à essayer de saisir la sensibilité d'une époque et des contemporains d'une époque, en partant d'un principe quand même qui est indispensable dans sa démarche, c'est de se dire il y a un socle commun entre tous les humains de toutes les époques. C'est l'inverse de ce que dit par exemple Michel Foucault ou des gens comme ça, qui considèrent qu'ils sont tellement loin de nous dans leur manière de penser, dans leur superstructure, hyperstructure, etc., que c'est impossible en fait et que c'est perdu d'avance. Pierre Bayard dit non, moi je suis un fixiste. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des points fixes quand même parmi les humains, même s'il y a tout un tas de différences. On peut quand même saisir ce qu'il pensait. Et alors, c'est là que la méthode est géniale et inédite, et ça ne s'est jamais vu. Il voyage dans le temps. Mais vraiment. C'est-à-dire que, alors pas vraiment, mais un peu. C'est-à-dire qu'il fait une expérience de pensée en se disant, je crée un personnage délégué. C'est-à-dire un contemporain de Pierre Bayard, un proche de Pierre Bayard. Chevalier Bayard. Oui. Pardon, du chevalier, chevalier Bayard, pardon. Pour l'observer à l'époque et essayer de saisir donc de ses pensées. Et donc pour ça, il essaye de se dire, le chevalier Bayard choisit à un moment de prendre la direction, la voie militaire, au lieu de prendre la voie ecclésiastique, par exemple, comme son frère. Eh bien moi, je vais devenir, pendant une durée longue, c'est-à-dire pendant toute l'écriture de ce livre, pas juste « Ah, et si j'étais comme ça, qu'est-ce que je ferais ?» Non, pendant une durée longue, il va essayer d'être un moine bénédictin, c'est ce qu'il choisit, parce que d'abord, il sait qu'il aurait été nul à la guerre, parce que physiquement, il n'est pas dingue dans le maniement des armes, qu'il adore être entouré de livres, donc il est dans la bibliothèque du moine et de l'abbaye dont j'ai oublié le nom dans le diocèse de Chartres, je l'ai noté pour vous, l'abbaye de Notre-Dame de Josaphat, exactement, dans le diocèse de Chartres. Et puis surtout, il peut écrire en tant que moine copiste, mais copiste créatif, c'est-à-dire qu'il va se livrer à l'interpolation. C'est-à-dire qu'il reprend les vrais textes de l'époque, notamment celui du loyal serviteur Jacques de Maille, qui est un vrai livre, la très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayard, et il se plonge dedans à la fois pour comprendre, mais aussi pour réécrire en fonction de ce qu'il comprendra. Entre crochets, c'est hyper bien fait dans le livre, on ne se perd jamais. Ça aussi, c'est assez dingue, parce que ce sont quand même des concepts hyper complexes que manie Pierre Bayard. Il part de Freud, en passant par Michel Foucault, les grands historiens, Alain Corbin, Lucien Febvre et tout. Et puis, il nous le donne, il le mâche, mais c'est pas de la vulgarisation facile, comme moi je pourrais faire, par exemple. C'est assez exigeant, ouais. Il nous rend intelligents. Je ne sais pas comment vous dire mieux. À la fin, on comprend ce qu'il veut dire. J'échoue à le faire là, mais lui arrive à nous faire comprendre comment on voyage effectivement dans le temps avec tous ces outils, avec toute cette manière de voir, de penser. Et on croise aussi, pendant qu'on y est, Ambroise Paré, François Ier, Charles VIII, Louis XII, on comprend aussi toute cette époque parce que c'est même pas forcément un livre pour les historiens aussi, mais c'est un livre pour tout le monde. C'est-à-dire que si on ne connaît pas cette période du début du XVIe,
on ne va pas être du tout perdu. Il reconstitue très très bien, il recontextualise sans arrêt, sans nous perdre, parce que c'est aussi un livre littéraire. C'est ça aussi sa force, Pierre Bayard. Et d'ailleurs, la littérature, à la fin du livre, reprend toute sa place. Ce serait peut-être l'explication, justement, ultime aux agissements de Pierre Bayard. Et alors, il y a un autre truc. J'ai peur de tout casser, ma démonstration, avec ce que je vais vous dire. On coupera si besoin. Pierre Bayard, il a écrit un livre génial sur les univers parallèles, sur les vraies théories d'univers parallèles. Et sur, vous savez, le fait que quand on fait un choix, on continue notre vie, mais il y a un univers parallèle qui se crée, où on a fait cet autre choix. Et ce sont des théories scientifiques parfaitement sérieuses. Et donc, il s'appuie sur ce livre-là et sur ces théories des univers parallèles aussi pour nous expliquer les choix du seigneur Bayard. Chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Merci beaucoup Nicolas Caro, vous avez parfaitement réussi votre mission. On a tous envie de lire ce livre, Aurais-je été sans peur et sans reproche, aux éditions de Minuit. Merci Éric Pincas pour Historia du mois de février. Et merci Alexandre Bande, je rappelle votre livre Auschwitz 1945. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Historiquement chaud.